Bonjour Monsieur Buffet. Bonjour maître. Bien, alors, nous sommes le 17 juin 2022. Oui. Alors, je ris parce que... Vous faites un appel au peuple? Oui, un appel au peuple parce que ce sont nos derniers instants, puisque la planète va brûler visiblement, hein. Elle est comme un chaudron. Oui. Et incandescent, hein, et ce ne sera plus qu'un terrain de lave, visiblement. C'est ce que nous a prédit Greta Thunberg. Hein. Ah bon, je suis pas cette jeune fille. Mais si, c'est le réchauffement climatique. Ah oui, ah bah oui. Bah oui, la planète va s'embraser, quoi. Hein, oui. C'est l'idée. Bon. Oui. Donc pour ces dernières émissions, avant la fin, déjà je voulais faire le point par rapport au suivi de ces émissions. Bon, nous avons, je pense, quelques milliers, une poignée de milliers d'auditeurs fidèles. D'après. Ah bon, vous pensez qu'ils sont fidèles? C'est-à-dire que, disons, à chaque émission, on a au moins 3000, 4000 personnes qui nous suivent. Bon, ce qui n'est pas rien. Hein. Oui, mais c'est peut-être des gens qui passent comme ça et qui voient la porte ouverte et qui rentrent, non. C'est possible. En tout cas, nous les saluons. Qui mettent une pièce dans le verre qu'on a devant nous. Oui, c'est vrai. Ou qui allument une bougie, peut-être. Ah, oui, c'est bien la façon de faire actuelle, ça. Voilà, ou qui font une prière. Oui, ah oui. Voilà. Bon, en tout cas, ce que j'apprécie chez vous, Monsieur Buffet, c'est l'esprit de la résistance. Ah. C'est-à-dire, je pense que vous tenez ça. Oui, cette famille. C'est de famille, voilà. Si vous voulez nous en dire un mot, peut-être, aujourd'hui ou... Oui, vous êtes gentil, oui. Oui, je vous en prie. Je suis d'une famille de résistants. Mon père était compagnon de la Libération. Il était militaire à Lyon. Et puis, il a rejoint l'armée secrète en 1941, enfin, dès le début, si vous voulez. Oui. Et il n'a pas attendu l'entrée d'Hitler en Russie. Non. Il n'a pas attendu que l'Europe attaque l'Ukraine. Voilà, c'est ça. Donc, et puis, bon, peu à peu, il a dirigé un réseau de résistance et puis il s'est fait prendre par les Allemands à Lyon. Il y avait un personnage qui s'appelait Klaus Barbie, que j'ai connu d'ailleurs assez bizarrement. Il faudra qu'on raconte ça une autre fois, mais j'ai pratiquement assisté à sa mort. Alors, on le fera tout à l'heure. Alors, continuez sur votre père. Oui, et donc, je note parce que ça, c'est important. Il a été pris, il a été incarcéré au Fort Montluc, enfin comme tout le monde. Il est resté quelques semaines et il s'est entendu avec les Allemands parce qu'il prétendait qu'il connaissait très bien le fonctionnement des émetteurs français, des émetteurs de résistance. Oui. Donc, il a réussi à faire croire aux Allemands qu'il pouvait les aider. Et donc, il a dit, il faut que j'aille chez moi pour rechercher des documents que j'ai. Et il a été accompagné, il est sorti de Montluc, il a été accompagné par quelques policiers allemands jusque chez lui. Et chez lui, il a réussi à les enfermer dans l'appartement. Et il s'est sauvé. Il avait une voiture dans le garage, mais il n'a pas pu la faire sortir parce que le garage était fermé. Il y a toujours des choses comme ça. Ouais. Il a pris un tram et il est parti. Et puis ensuite, il s'est caché et il est passé en Espagne. Il est passé par Miranda, par Gibraltar. Et il a rejoint Londres en 1943. Et donc là, il a fini de résister depuis Londres. Et donc, il était responsable des transmissions. À la Libération, il était responsable des transmissions en France. Très bien. D'où votre don
qui n'est donc pas naturel, mais hérité en matière de radio. De radio et de résistance. Donc, et de résistance, oui. On a horreur de se faire imposer quelque chose. Oui, et puis il y a aussi le fait que j'apprécie du partisan qui n'a pas les moyens de prendre le temps de préparer les choses, d'avoir un planning organisé, etc. Et il faut faire avec les moyens du bord. Il faut se battre, improviser immédiatement, quoi. Oui, et faire comme on peut. Oui, puis bon, finalement, c'est toujours le jour oui. Quand on est opposé à de telles forces, on est obligé de résister au jour le jour, et puis ça vient de soi-même, quoi. C'est difficile de suivre. On voit tellement de faux jetons, de gens qui vous entraînent dans des farces, donc c'est trop difficile de participer à un mouvement général. Ça me paraît dur. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre rencontre avec Klaus Barbie alors? Oui, j'ai rencontré Klaus Barbie. J'étais hospitalisé à l'hôpital des prisons de Lyon. Oui. Bon, rassurez-nous tout de suite. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Je finissais un séjour en préventive. Ah oui. Vous savez qu'en France, on a droit à 6 mois de prison si pendant qu'on instruit votre affaire. Enfin, vous le savez. Ah d'accord, mais j'ignorais complètement ça. Oui. Donc, on est arrivé au bout. Moi, je suis diabétique, j'ai une pompe à insuline. Donc, à la fin, je me suis rebellé un peu. J'ai dit non, ça suffit. Maintenant, il faut que. Et donc, là, on m'a mis à l'hôpital des prisons de Lyon. Oui. Et j'étais là, et dans le couloir, pendant plusieurs jours, j'ai vu passer Klaus Barbie et Maître Vergès. Donc Klaus Barbie, je le connaissais pas, mais les gardiens m'ont dit voilà, c'est Klaus Barbie. Et puis Maître Vergès, je le connaissais de tête, donc on le voyait passer. Et il est mort 2 jours après, donc dans la prison, là, à cette dans l'hôpital des prisons de Lyon. Ouais. Voilà. Mais il y a comme ça des moments qui ont un côté un peu magique, historiquement, où effectivement on va croiser. Alors moi ça m'évoque un événement. Moi, j'étais en tant qu'avocat. Hein. J'ai déjà fait de la garde à vue dans ma jeunesse, mais je raconterai ça une autre fois. Mais en tout cas, c'était même pas de la garde à vue. Non, j'avais juste été arrêté. Bon, bref, passons. J'étais comme avocat. Je rencontrais. C'était que je me trompe pas. C'était à Paris. C'était l'établissement qui est en plein Paris, là. Comment la santé? C'était la santé, oui. Voilà, pardon. C'était à la prison de la santé et c'était en 2011, hein, je crois. C'était dans le cadre du procès Carlos, Ministre Ramirez Sanchez. Donc je rencontrais donc mon client Carlos. Et à cette occasion, dans le couloir, j'ai croisé Noriega. Le général Noriega. Ah bon? Voilà, oui. Il était en prison en France? Oui, il passait là avant, si j'ai bonne mémoire, avant d'être à nouveau extradé aux États-Unis, je crois. Ah oui, d'accord. Où il est mort. Mais voyez, nos regards se sont croisés, quoi. Il y a eu un moment, on s'est dévisagé, quoi. Ce sont des instants curieux, où effectivement, on pourra dire modestement que Maître Viguier a croisé le général Noriega. Ce sont des espèces de connexions très curieuses. Oui. Ouais. Ce genre de personnage, mon frère était en congrès à Cuba. Oui.
congrès français de médecine et on vendait des pacemakers à Cuba. Oui. Des pacemakers faits en France, hein, Cuba. Oui. Et ils prenaient les moins chers, hein, toujours à Cuba. C'était le seul pays du monde où les produits les moins chers étaient privilégiés. Dans le reste du monde, c'était les produits qui étaient le plus vantés par les médecins qui étaient privilégiés. Mais là, du coup, la médecine à Cuba est de très haut niveau. Et il a eu la chance, je trouve que c'est une chance, de rencontrer Fidel Castro qui visitait l'exposition et de lui serrer la main. Et je crois que bon, c'est amusant de serrer la main. Quand on s'appelle pas, comment s'appelle-t-il, le ministre français, l'ancien ministre français de la Santé. Oui, non mais ça m'évoque surtout quelqu'un qui a fait semblant de lui avoir serré la main, c'était Patrick Poivre d'Arvor. Vous savez, cette fameuse émission, cette fameuse interview truquée. Ah bon? Ah non, je sais pas. Vous vous souvenez pas? Mais si, bon, enfin, il avait. Mais alors là, c'est vraiment, ça part dans tous les sens. Alors, je ne sais pas si sur nos 3000 fidèles, garder un dixième, mais ce seront les meilleurs. Hein. Oui, c'est ça. Le petit reste, hein, ce seront les meilleurs. Non, mais vous savez, à Grenoble, je me souviens aussi, je voyais souvent passer rue du Vieux-Temple un vieux monsieur qui marchait tout seul comme ça, et c'était Pierre Mendès France. Ah. Oui, il habitait à côté de chez moi. Ah oui. Et il passait comme ça, voilà, il était grenoblois, Pierre Mendès. Oui, ça aurait été intéressant de l'interviewer. Moi, j'étais beaucoup trop petit, mais c'est comme ça. Et alors, je me dis qu'il est possible que habitant dans le quartier, c'était le quartier de la Capuche à Grenoble, j'étais âgé de 3-4 ans, 4-5 ans, et à l'époque, à ces années-là, Alain Soral habitait Grenoble. Ah bon? Dans ce quartier-là, oui, on en a déjà parlé, un immeuble vraiment adjacent au mien, et il est pas impossible. Bon, à l'époque, lui, il devait avoir 15 ou 16 ans, hein. Oui. Et pareil, il n'est pas impossible que nous nous soyons croisés. Voilà. Tout ça peut donner de la matière à une œuvre cinématographique. Hein. C'est le genre de flashback qui peut donner des résultats esthétiques, hein, en tout cas. Oui. Mais il faut que ce soit bien traité, oui. Oui, je pense à Sergio Leone, par exemple. Ah oui. Je sais pas, mais quelque chose du genre, quoi, à la Sergio Leone ou à la Coppola, quoi. Donc, écoutez, voilà. Bon, j'ose pas vous poser la question, mais je pense que tout le monde n'a plus que cette question en tête depuis 10 minutes. C'est qu'est-ce qui vous a valu? Si j'ose, mais vous pouvez ne pas répondre, hein, et si vous voulez, nous couperons. Est-ce que c'est indiscret de vous demander ce qui vous a valu d'être en préventive? Alors, oui. Dans le milieu médical, oui, nous fabriquions des stimulateurs cardiaques en France. Oui. Et nous avons été accusés par nos concurrents, si vous voulez, d'abus de biens sociaux. Ah, d'accord. C'est-à-dire que on nous reprochait de donner de l'argent aux médecins pour acheter nos produits. Ah oui. Et alors, ce qui est amusant, c'est que, bien sûr, c'est ce que fait tout le monde, hein. Mmh. On peut pas vendre un produit médical si on donne pas quelque chose au docteur, hein. Oui, c'est rare. Vous avez qu'à voir ce qu'en disent les Raoult et les autres. Ils sont bien conscients qu'ils l'ont fait eux-mêmes. Oui. Et quand on dit donner de l'argent, c'est aussi bien un repas, un congrès. Ça monte. Mais c'est généralement assez tarifé, c'est-à-dire là c'était finalement tout le monde donnait à temps par stimulateur cardiaque posé, quoi. Oui. Et donc, bon, enfin, en tout cas, c'était pas politique. C'était pas politique. Oui. Bon, et donc ça nous a été reproché. Et puis, finalement, non.
ça a disparu à la fin, ce reproche a complètement disparu. D'accord. On a été lavé de tout soupçon. C'est-à-dire, il y a eu ce qu'on appelle une ordonnance de non-lieu. Une ordonnance de non-lieu pour ce fait. Oui, oui. Bon. Quand ils avaient mis la boutique en faillite, bien sûr. Donc, oui, oui. Bon, comme quoi, on peut être happé comme ça par le système judiciaire par plein de côtés. Hein. Il y a des tas de oui. Oui. Et alors justement, on peut dire que là, c'était un peu le propos dont je voulais vous faire part aujourd'hui, c'est que le système judiciaire, carcéral, hospitalier, avec tout ce qui va avec, hein, se fait de plus en plus proche de chacun en France. Oui. Et j'ai quelqu'un qui me faisait part d'une réflexion dont lui avait parlé une dame qui a grandi en RDA, donc avant 1990, d'accord. Donc elle a connu l'époque de l'Est sous la répression avec la Stasi en RDA. Bon. Et bien cette personne lui disait que ce qu'elle observe aujourd'hui en France est sans commune mesure avec ce qu'elle vivait en RDA. Ah bon? Oui, c'est-à-dire il y a une oppression, une police de la pensée qui est beaucoup plus extrême que ce qu'elle connaissait en RDA. Oui. Alors, je ne sais pas si on pourrait le dire de toutes les périodes qu'a connues l'Est soviétique, hein, mais en tout cas, pour ce qui est de la période des années 80 en fait, ce sont les années 80, hein, c'était beaucoup plus libre que nous. Ils étaient beaucoup plus libres de parler, d'écrire, de penser que nous ne le sommes aujourd'hui, nous. Oui. Hein. Et il est vrai que, d'ailleurs, je note que la plupart des gens qui se font attraper par la justice, comme on dit de manière taquine, mais il faut pas le dire comme ça, hein, par la commandanture, ceux qui se font attraper, eh bien, n'ont pas conscience d'avoir commis des fautes pénales. Oui. Ils croient avoir la possibilité de faire de l'humour, par exemple. Oui. Vous voyez, ou de faire part de leurs opinions politiques. Oui. Alors, c'est vrai que dans les livres, il est difficile de décrypter parce qu'on nous dit qu'effectivement, l'humour ouvre une très grande tolérance. Oui. Hein, on peut se moquer, on peut tourner en dérision, et de même que le débat politique dans une démocratie, il est sain qu'il reste libre. Ça, c'est dit noir sur blanc. Alors, quand on lit, qu'on croit tout ça, on se croit autorisé à se lâcher. Bon, alors, je vous parle pas du domaine de ce qu'on appelle, vous voyez, j'ai même du mal à en parler, hein, de ce qu'on appelle les différences ethniques entre les populations. Oui. Je dirais la géographie humaine. Mais je fais attention parce que, vous voyez, voilà, c'est parti là. C'est-à-dire que l'allusion est condamnable. L'allusion. Oui. L'allusion. L'implicite. Peut-être interprété. L'implicite est condamnable. Oui. Mais officiellement, hein, c'est la Cour de cassation qui le dit. Alors après, il faut prendre des cas, il faut prendre des exemples où on voit effectivement que c'est quasiment imparable. Alors, il y a le domaine des religions, il y a le domaine de ce qu'on appelle la race, la loi emploie encore le terme, hein. Et puis maintenant, on a le domaine du sexe, de la sexualité, oui. de tout ce qui concerne le genre. C'est-à-dire que on a la lutte contre l'antisémitisme. Hein. Je pense que les gens sont au courant. Et donc, dans ce domaine-là, il faut prendre garde. Oui. Il faut pas faire montre d'antisémitisme. Voilà, je pense que c'est clairement dit. Et récemment, le président du Congrès juif mondial a dit on ne devait même plus parler d'antisémitisme parce que les gens, ça les touche plus. Il faut parler de la haine du juif. D'accord. Voilà. Bon. Donc tout ce qui révèle un tant soit peu la haine du juif est sanctionnable. Oui. Indifféremment en tant qu'injure raciale, diffamation raciale,
provocation à la haine raciale, contestation de l'existence de crimes contre l'humanité, apologie de crimes contre l'humanité. Si vous ressentez ce sentiment qui est condamnable, eh ben il faut vous taire. Voilà, c'est le seul conseil qu'un juriste peut vous donner. Voilà. Et voire même il faut vous soigner. On en est là. Bon, oui. Mais ce sur quoi je veux mettre l'accent dans mon propos, c'est que ce système répressif, hein, c'est pour le moins un système répressif, est maintenant transposé avec tout son appareil jurisprudentiel, policier, etc., sur la défense des LGBT. Oui. C'est-à-dire les lesbiennes, les gays, les bi, les trans, les queers. Oui. Et c'est pas pour être pas pour dénigrer le moins du monde, j'ajouterais etc. Oui. Voilà. Donc c'est ça qui va faire mal et qui commence à le faire, c'est-à-dire que si vous avez une critique à diriger contre l'homosexualité ou la transsexualité, le fait de la chirurgie par exemple, la chirurgie opérée sur des adultes, ou bien la médecine à coup d'hormones, oui, qui permet à des enfants qui se disent porteurs d'un sexe autre que leur sexe biologique, hein, oui, qui subiraient des traitements hormonaux pendant la puberté, oui, bon, alors qui vont, vous voyez, je cherche mes mots, hein, oui, mais qui vont être la cause d'une, parce que la puberté c'est une métamorphose, bon, et ben qui vont être la cause d'une orientation de cette métamorphose vers leur sexe d'intention. Je pense oui, que j'emploie les termes qu'il faut. Si vous avez des critiques contre ça, ou contre l'avortement, ou contre ces choses-là, bon, eh bien, ça y est, vous êtes susceptible de recevoir la foudre, d'accord, au même titre que quelqu'un qui lancerait des slogans antisémites. oui, C'est du même ordre. Voilà. Voilà où on est. Et c'est en cela que des gens qui viennent des pays de l'Est oui, se disent, mais attendez, mais nous, en RDA, nous étions beaucoup plus libres. oui. Voilà. Libres de penser contre le système. Est-ce que vous pensez que ça va s'étendre contre la famille traditionnelle? Est-ce qu'on va venir c'est le cas, bien sûr, jusqu'à interdire de la défense de la famille traditionnelle? Ben, on n'en est pas loin. C'est-à-dire, écoutez, oui. En tout cas, il faut pas attaquer les nouvelles familles. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, si vous avez des trouples, par exemple, 3 femmes qui ont un enfant, ben, il faut pas se moquer. Il faut pas faire de l'humour dessus. Il faut pas dénigrer. Il faut pas, etc. Parce que c'est de la provocation à la haine. Oui. Ou c'est de l'injure, ou c'est de la diffamation, ou c'est, si vous commencez à dire que les enfants élevés par un trouble lesbien vont être des tarés, bon, je dis ça comme exemple, hein, comme casuistique juridique. Bon. Ah, mais c'est pas mais comment? C'est pas ce qu'on pense de toute façon. Non, pas du tout. Bon, n'assistons pas. Eh bien, vous êtes condamnable. En tout cas, on peut vous poursuivre. Oui. Vous comprenez? Voilà. Donc ça, les gens n'en ont pas encore conscience, je crois. Oui. Et déjà, la plupart des gens qui pensent mal n'ont pas même conscience encore aujourd'hui de la répression qui peut s'abattre sur eux pour un propos antisémite. Oui. On a 1000 exemples de gens célèbres ou non ou inconnus qui ont des problèmes judiciaires et qui se traduisent d'ailleurs par des problèmes ensuite dans leur existence, parce que ce sont pas de simples poursuites judiciaires comme ça. Derrière, vous avez des militants, c'est-à-dire des gens qui passent leur journée à vous dénoncer auprès de votre bailleur, auprès de votre employeur, auprès de vos clients, auprès de vos co-contractants. Par exemple, si vous avez une banque, si vous avez une assurance, vous avez une mutuelle, etc. Donc, et puis, par la publicité, il va y avoir un affichage et un dénigrement auprès de votre famille. Oui. Vous voyez? Et ensuite, même des gens qui intellectuellement pourraient apparaître engagés plutôt dans la défense de votre cause, mais qui font très attention, qui marchent sur des œufs, hein,
Oui. Ben, ces gens-là vont vous tourner le dos. Ça, ils vont être les premiers à vous tourner le dos. Hein. Oui, ça, il faut en être bien conscient. Hein. Oui. Hein Non, je ne connais pas cet homme. Ben absolument, absolument, parce qu'il veut pas. On voudra pas s'afficher avec quelqu'un qui est devenu sulfureux. Oui. Voilà. Chacun ses problèmes. Oui. Voilà. Donc, comme je le disais, réchauffement climatique. Oui. Surtout maintenant que nous sommes en guerre, hein, et là c'est la vraie guerre, oui. Puisque nous agressons. Moi, je le dis comme ça. Hein, c'est nous qui agressons l'Ukraine. Oui. C'est l'Europe, c'est l'Occident qui agresse l'Ukraine. Et chaque fois qu'il est question de livraison d'armes, les canons César, etc., je ne peux pas m'empêcher de penser à ce Zelensky qui n'a qu'une idée en tête, c'est raser le Donbass. Oui. Voilà. Lui, son idée, et il le fait depuis 2014, enfin lui et puis ses prédécesseurs, il massacre les populations civiles, il bombarde, etc. Je me suis rendu sur place, j'ai visité des immeubles, des lotissements qui avaient été attaqués. Hein, on voyait que c'était des civils qui étaient visés depuis le début. Oui. Ça continue. Oui, et c'était en 2015, vous que. En 2015. En 2015, mais ça n'a pas cessé jusqu'à aujourd'hui. Et ça s'accentue. C'est-à-dire quand on nous dit que Poutine bombarde le Donbass, c'est un mensonge absolu. Oui. Poutine met du temps dans cette guerre. Bon, ça, tout le monde peut le voir avec les gens bien informés qui donnent ces renseignements du terrain. En fait, Poutine n'utilise pas la méthode américaine qui consiste à commencer par un tapis de bombes qui détruit tout avant d'arriver avec les chars et le McDonald's. Non, la population du Donbass, c'est une population qu'il s'agit de protéger. Oui. Voilà. Donc, alors que du côté ukrainien, la population du Donbass est utilisée en bouclier humain, comme otage, comme otage, et elle est facilement sacrifiée. C'est même pas du sacrifice. C'est du parce qu'un sacrifice, il y a quelque chose. Vous voyez, c'était Abraham donne son fils en sacrifice. Là, c'est pas du sacrifice. Non. Là, c'est de la prise d'otage. Et c'est de l'exécution des otages, en réalité, ces bombardements. Et donc, chaque fois qu'on arme le bras de Zelensky, on provoque la mort des civils. Oui, ben ça, on le retrouvera dans quelques temps. L'histoire peut pas l'oublier, ça. Vous êtes confiant, monsieur Buffet. Oui. Vous êtes confiant. Oui, dans quelques siècles, je veux dire. Pour qu'il y ait histoire, il faut qu'il y ait des historiens. Oui. Auront-ils le droit? C'est la question qu'il ne faut pas se poser. Oui. Voilà. Oui. Donc, aujourd'hui, je rappelle 17 juin 2022, vous venez d'entendre une réelle émission de radio, comme on n'en fait plus. Oui. Une émission d'information qui a traité de divers sujets. Et j'espère que ça vous a plu. Qu'en avez-vous pensé, monsieur Buffet? Écoutez, merci de m'avoir permis de dire ce que j'ai dans le cœur. Donc, très bien. Merci à vous. Écoutez, je vous remercie encore pour cet entretien et je vous donne rendez-vous ainsi qu'à nos auditeurs dans une semaine. D'accord. Très bien. Bon, bien volontiers. Bonne semaine à tous. À très bientôt, monsieur Buffet. Au revoir. Merci.